relax. Si j'ai envie de voir le nombre de stages que les enseignants ont fait l'année 23-24, il faut appeler les facultés pour qu'ils vous donnent. Tant que vice-doyen à cette époque-là, 2015-2018, je vous demandais le dossier, le conseil scientifique, il est passé, on m'a donné un avis favorable, et peut-être moi, je n'ai pas encore vérifié l'article de l'étudiant, de doctorat. Alors, donc, j'ai pensé donc à un système de gestion automatique de ce processus-là, d'inscription d'étudiants en doctorat, de gestion de conseil scientifique, même le PV. Le PV, même le chef de département adjoint de la PG, il n'a pas à faire un PV, il va l'extraire directement. Le CSF kiff et même certains parties qui concernent le conseil scientifique de l'université, donc on va les récupérer automatiquement sous un modèle bien défini. Mais j'ai commencé par les moyens humains et les moyens matériels. Pour le moment, vous savez très bien, c'est une saignée d'ingénieurs en informatique à l'étranger. Donc, tous ces projets-là tardent à venir, mais c'est une bonne initiative si on arrive à faire. Aujourd'hui, nous avons lancé un certain nombre d'applications qui restent peu à mes yeux pour le projet de digitalisation de l'université de Bichaya. Inch'Allah, on va la faire. Il faut avoir beaucoup de moyens et beaucoup d'ingénieurs qui vont se mettre autour de table et discuter de ce projet-là. Je vais rajouter juste quelque chose, si tu permets, Saïd. Alors, quand on parle de digitalisation, on parle aussi de fonctionnement par projet. Ça veut dire que dans la vie d'un établissement, il faut toujours se fixer des objectifs à atteindre. Il faut dire tout de même qu'actuellement, le mode de gouvernance et le mode de gestion des établissements universitaires n'est pas un mode de gestion par objectif. Et on espère que, dans ce sens, le ministère de l'enseignement supérieur puisse introduire les changements nécessaires au niveau de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, afin qu'on puisse avoir au niveau des établissements une gestion par objectif. Ça veut dire que chaque établissement doit se fixer des objectifs à moyen terme et à long terme. Même si la loi de finances de 2022, elle exige des établissements publics une gestion par objectif, et généralement vous avez des projets triennales, et le budget il est donné selon l'atteinte des objectifs. Les établissements d'enseignement supérieur, dans ce sens, il y a un manque au niveau de la réglementation, au niveau du mode de gouvernance des établissements. Donc, nous espérons que les changements au niveau de la loi d'orientation puissent arriver rapidement afin que les établissements, effectivement, puissent avoir une gestion par objectif. Ensuite, une digitalisation, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'abord la transparence. Donc, vous n'êtes pas obligé de demander à quelqu'un de vous donner l'information. L'information, elle existe, elle est donnée. Et même, des fois, vous avez, donc, si on parle des taux d'admission, du nombre d'étudiants, etc., même en ce qui concerne les budgets, donc, ça, c'est noté, donc ça sera noté au niveau de la plateforme, etc. On ne peut pas tricher. Et on n'est pas obligé de demander à quelqu'un de nous donner l'information. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Saïd, chacun à son niveau aura l'information. Donc, vous avez, d'une manière globale, le ministère, il aura l'information sur toutes les universités algériennes, en ce qui concerne tous les domaines, de la recherche, de la formation, de la gouvernance, de la vie à l'université, etc. Voilà, dans ce sens, la digitalisation donc, permettra d'avoir une vue globale sur tous les établissements. Et la même chose pour le recteur de l'université. Donc, tout à l'heure, on a parlé du plan stratégique de l'établissement. Donc, avec un tableau de bord, il va voir tous les indicateurs. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas?
on est à quel pourcentage de la réalisation de nos objectifs. Ce sera la même chose au niveau des facultés, au niveau des départements, etc. Donc, je pense que ce projet est une opportunité. Il sera très bénéfique à plus d'un titre. Donc, efficacité, mais aussi efficience. Ça veut dire que minimiser les coûts, les moyens, plus de rentabilité, etc. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai à rajouter par rapport donc à la digitalisation. Donc, toujours dans ce que j'ai aimé donc, lors de cette formation, particulièrement dans le Cariège, ils nous ont présenté deux systèmes d'information. Radius, comme je l'ai déjà dit, le recteur n'a pas besoin d'appeler ni son vice-recteur ni quiconque. Il n'a qu'à exécuter n'importe quelle procédure, pédagogie, recherche. Et donc, il va avoir toutes les informations concernant. Ils ont présenté donc un autre projet qui est le paysage. Que même l'université, donc avec son milieu donc extérieur, et certains, par exemple, comme en Belgique, donc il y a un système de région. Et des fois, donc, je pense, ils financent un peu les universités. Et s'ils ont besoin d'informations, ils n'ont même pas besoin de demander à l'université parce que donc il y a cette plateforme paysage, si j'ai bonne mémoire, donc ils peuvent récupérer l'information directement en instantané au niveau de cette information. Mais sachez bien que quand on leur demande, ou bien ils ont présenté l'historique de développement de cette plateforme, c'est pas un mois de mois, ça leur a pris comme une dizaine d'années et ils continuent à améliorer donc cette plateforme-là, ce système d'information. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour finaliser ou bien pour développer. On peut faire la même chose pour Progress. Ils m'ont dit, je leur ai dit, peut-être une dizaine d'années pour terminer Progress. Si on a terminé, par exemple, je dirais à 95% le volet pédagogique, mais sachez bien que même dans le volet pédagogique, il reste encore des choses à gérer, à améliorer sur le plan gestion de dossiers étudiants, et il reste encore des choses à... Et on ne parle pas encore sur ce module-là, par exemple la gestion GFC, la gestion financière et comptable, la recherche. Donc, ils ont fait des choses, mais il reste quand même un long parcours à faire. J'espère que cette plateforme de Digitac, on trouvera donc un moyen, une interface entre les deux pour qu'on puisse exploiter les sorties de Progress vers Digitac et ça va nous permettre quand même de faire, de gagner beaucoup de temps. Cette plateforme-là, bien ce projet-là, tout le travail, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent de l'évaluation interne que nous avons fait pour l'université en 2017. Donc, des équipes qu'on a organisées par terre, qu'on appelle par domaine, qui sont déplacées pour voir comme on appelle les facultés, les départements, demander des preuves, tout ça. Ça nous a pris 6 mois, je me rappelle, entre vulgarisation, explication et passer à l'action. Ça nous a pris, je pense, aux alentours de 6 mois pour réaliser le travail, pour avoir un document, un seul document qui est une référence pour avoir les points forts et les points faibles de l'université et travailler sur les points faibles pour améliorer la gestion de l'université. Tout ça, il va se faire via cette plateforme. Donc, on n'a pas à mobiliser tout le monde pour avoir un certain nombre d'indicateurs. Voilà ce que j'ai à dire à la fin. Bonjour tout le monde. Merci pour la conférence, même si dommage, je n'ai pas pu assister à toute la présentation. Donc, si j'ai bien compris, quand on parle de plateforme digitale, c'est d'arriver à une université digitale. Comme on a des banques digitales, arriver à une université ou bien une faculté digitale, où les clients sont les étudiants et le personnel de l'université, enseignants, ATS. La première question qu'il y a à l'esprit, c'est la sécurité de cette application. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette application. Donc, est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que
Deuxième question, concernant la gouvernance à travers cette application. Est-ce que vous avez intégré des modules concernant, par exemple, le conseil de direction universitaire, la faculté, etc. Voilà. Et je vous remercie encore une fois pour votre conférence. Concernant donc la sécurité de l'information, c'est quand on dit délimiter le périmètre de votre processus, ça veut dire que définir déjà les gens qui vont intervenir. Donc l'accès, il ne sera pas admis à tout le monde. Donc ça, sur le plan déjà introduction de l'information pour qu'elle soit fiable, vérifiable et viable. Donc c'est M. Okassi qui va introduire les informations. Si ça demande ça, il est défini comme un doyen en tant que personne intègre et de confiance. Donc ça, c'est la confiance interne. C'est la sécurité interne de la plateforme, donc les sources de l'information. Mais sur le plan maintenant externe, je pense que les ingénieurs donc, en informatique, ils sauront quoi faire pour protéger donc, cette plateforme de toute ingérence externe. Si on craint cette sécurité, je pense que la plus sensible, c'est progrès, c'est la délibération des étudiants. Et jusque-là, Dieu merci, donc on n'a pas d'attaque parce qu'il y a des gens qui veillent sur cette plateforme-là, qui sécurisent au moins les attaques pour, soi-disant, perturber son fonctionnement. La plateforme, donc, elle sera hébergée donc, au niveau d'un serveur central qui est à Ouargla. Et puis, donc, chaque université donc, aura son propre serveur pour l'affichage en interne. Et vous avez donc un consolidé donc, au niveau, bien sûr, de... je pense que la sécurité, le problème ne se pose pas si on mettra les gens compétents qui verront donc là sur sa sécurité. Pour l'affichage, je pense que ça va être nous les responsables, donc les managers, qui vont avoir accès donc à l'affichage, chacun dans son domaine. Mais bien sûr, donc, le recteur donc, il aura son tableau de bord global pour toute l'université. Il peut même avoir un tableau spécial pour la faculté. Normalement, c'est l'architecture qu'on a prévue. Donc, par exemple, si on va avoir la situation de la faculté d'économie, donc nous pouvons faire une requête spécialement pour la faculté d'économie et voir un peu ce qui se passe au niveau des indicateurs, que ce soit en consommation budgétaire, que ce soit... Donc, je pense qu'on pourra avoir, tout dépend de ce qu'on va introduire à l'intérieur de cette plateforme. Pour la gouvernance, je pense que chacun aura un rôle. En tant que responsable, chacun va jouer donc un rôle par rapport donc à la gouvernance. Je ne sais pas si on va aller très loin. Même pour le doyen, est-ce qu'il peut voir ce qui se passe dans sa faculté au niveau des départements et tout? Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais chacun, il va avoir un rôle primordial, important, pour qu'il puisse gérer au mieux sa structure par rapport donc, aux indicateurs qu'il a fixés. Si je prends le cas de Ernakes, parce qu'elle va se baser tous sur cette histoire de référentiel national d'assurance qualité, vous pouvez même voir le nombre de stagiaires, ou bien d'étudiants stagiaires au sein des entreprises, voir est-ce que ça marche pour vous, ça ne marche pas, ou ça bloque. Si cette année, par rapport à l'année passée, vous avez moins de stagiaires au sein de votre faculté, il faut se poser la question, pourquoi ? Est-ce que c'est un problème au niveau externe? C'est un processus qui vous dépasse? C'est un processus externe qui est une boîte noire, donc vous allez essayer de chercher le problème. Si c'est donc un problème dans votre processus de demande de stage au sein de votre faculté, vous allez essayer d'intervenir pour accélérer les choses. Est-ce que c'est les étudiants ou bien le département qui signe pas rapidement les demandes, qui retarde la signature des demandes, ou bien le paiement ne suit pas correctement? Donc tout ça, c'est à vous d'analyser votre tableau de bord concernant par exemple les stages des étudiants. Maintenant, si votre département il vous dit que j'ai 2000 demandes et qu'on a satisfait uniquement 50 demandes, ça veut dire que le problème se trouve ailleurs, dans un autre processus qui est une boîte noire pour vous, que vous allez essayer peut-être de régler en essayant de se rapprocher de l'organisme ou bien des institutions qui vous ont bloqué. Est-ce que vous voyez un peu l'intérêt de cette plateforme-là? Si tout est ouvert, donc c'est tant mieux pour votre faculté, vous êtes tranquille, tout se passe bien. Donc c'est ça un peu cette histoire
de gérer ou bien de manager par approche processus. Donc, c'est de connaître les différentes étapes de n'importe quelle situation et vous allez agir là où ça coince pour débloquer. Je prends un cas très simple, le chef du département réinscription des étudiants. Donc on va passer on va s'en passer de cette histoire de stage, quelque chose qu'on maîtrise tous. Je pense qu'on connaît les différentes étapes. Le chef du département, il sait très bien que l'étudiant va être inscrit à la fin. Il va s'inscrire. Mais ça coince. Il se présente l'étudiant chez lui, il dit, j'arrive pas à m'inscrire, ainsi de suite. Mais c'est le chef du département qui connaît les différentes étapes par lesquelles l'étudiant doit passer. Donc, il pourra intervenir là où ça coince pour débloquer la situation. Peut-être qu'il est étudiant, il a un problème au niveau de la bibliothèque. Il a pris un livre qu'il n'a pas remis. Donc là, si je sais qu'en quoi le problème, j'ai détecté le problème qu'en quoi c'est au niveau de la bibliothèque, parce qu'il n'a pas déposé un dossier complet au niveau du département, donc je pourrais l'orienter, je vais lui dire, vas-y, allez-y, réglez votre situation au niveau de la bibliothèque pour que je puisse débloquer la situation. Donc cette histoire de gestion, bien de gérer par approche processus, elle était très intéressante parce qu'elle nous permet quand même d'aller vite dans la gestion de nos, ou bien des problèmes qui vont se présenter à nous. Donc à peu près, ça va être ça. Donc si le tableau de bord vous affiche en rouge, il faut chercher pourquoi. Pour n'importe quel processus, vous avez une consommation de 10% dans votre budget de votre faculté, donc vous êtes au rouge en mois de juillet, et il faut se rapprocher sans qu'il vienne vous dire, votre chef de service de budget, il vous dit qu'on n'a pas consommé, donc vous le saurez. Vous le saurez si l'information donc, elle est introduite au quotidien par les gens qui sont acteurs dans ce processus-là. Donc vous pouvez aller le voir, faire une réunion, pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un problème d'engagement? Est-ce qu'il y a un problème de facture? Est-ce que les clients ne sont pas là? Est-ce qu'on a payé ou on n'a pas payé? Donc on peut agir rapidement et débloquer la situation où là, qui nous pose bien ce coince. Voilà. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce point qui a été soulevé donc, par notre collègue Kamel Qassi. Vous savez, généralement, quand il y a un échec, quand ça échoue, on pointe du doigt d'abord le responsable. Donc il est responsable à différents niveaux, la tutelle, etc. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on vise? C'est la gouvernance. Donc, on dit que c'est un problème de gouvernance. Alors, justement, la plateforme de digitalisation, son avantage principal, c'est qu'elle aide la gouvernance. Le recteur de l'université, les vice-recteurs, les responsables des facultés, des départements, ils vont travailler par processus. Ils vont se fixer des objectifs à atteindre. Ils vont se donner les moyens pour les atteindre. Et ensuite, vous avez un enchaînement d'activités en utilisant des ressources et des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc, le premier bénéficiaire, c'est d'abord la gouvernance. Ensuite, en dehors du fait qu'on optimise, on est plus efficace, on améliore la qualité. Mais il faut dire tout de même que par rapport à tout ça, il faut des mécanismes de travail en ce qui concerne la qualité, c'est-à-dire il faut toujours un dispositif qualité. Il faut au niveau de la gouvernance une approche participative, donc au niveau de différentes responsabilités. C'est pas la même chose quand je prends la décision tout seul ou quand je consulte les différents acteurs de l'établissement à différents niveaux sur des décisions qu'on doit prendre, etc. Donc la démarche participative est très importante. L'approche par processus aussi, elle est très importante, mais aussi l'évaluation, le suivi, l'évaluation et l'amélioration continue. Donc ça, c'est la démarche qualité. Donc même au niveau des entreprises, on doit être toujours
à l'écoute de l'utilisateur du produit. Le produit à l'université, c'est le diplômé. Le diplômé, donc, ce sera les entreprises qui vont, soit le monde socio-économique en général, qui vont utiliser donc ces diplômés-là. Ensuite, il y aura un retour par rapport à ces diplômés. Est-ce que la qualité elle est bonne? Est-ce qu'ils ont les compétences qu'il faut, etc. Et il faut des mécanismes, soit de sondage, soit de vérification, etc., afin qu'on puisse faire ce suivi-là et cette amélioration continue. Donc, quand on parle de processus de digitalisation, même les indicateurs et tableaux de bord, on ne peut pas le dissocier par rapport à la qualité, par rapport au management de la qualité. Donc, à vrai dire, la semaine prochaine, on va parler justement sur, en plus des processus, des indicateurs et des tableaux de bord, on va parler aussi sur la qualité et sur le management de la qualité. C'est quoi la qualité? C'est quoi l'assurance qualité? C'est quoi le management de la qualité et le management par la qualité? Alors, quand on dit le management par la qualité, on sous-entend qu'on doit avoir la qualité à tous les niveaux. Dans le mode de gestion, le mode de gouvernance, la façon de prendre des décisions, l'approche participative et même, je dirais que quand on a un système de management intégré, toute action qu'on doit faire doit être faite dans une approche qualité. Je citerai un exemple. Tiens, on va construire un bâtiment. Bon, on a l'habitude de prendre des plans déjà faits et construire directement. Mais je pense qu'il faut faire réfléchir les gens de telle sorte à réfléchir, par exemple, avoir ce qu'on appelle une responsabilité sociale et réfléchir à l'impact sur l'environnement, à l'économie d'énergie, aux matériaux qu'on utilise dans les bâtiments, l'ensoleillement, l'aération, la climatisation. Tout ça doit être pris en considération avant de prendre la décision de construire un bâtiment. Voilà ce que j'ai à dire. D'autres questions? Oui. Zulf Laouen, l'Aslam Manouane. Donc, je me présente, c'est M. Assir Farid, chef département de langue et culture amazigh. Donc, étant un chef de département, je pense qu'on est acteur quand même principal dans tout ce processus, parce qu'au département, on est appelé à gérer de différentes relations avec soit avec l'étudiant, soit avec les enseignants, soit avec la hiérarchie. Donc, et on est toujours, on est en quelque sorte, on est les premiers concernés dans toute cette opération. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on est les premiers responsables en quelque sorte. Je vais donner un exemple. À la fin de l'année, on rencontre toujours un problème pour générer les PV de délibération parce que la plateforme Progress elle est surchargée. Donc, justement, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on propose pour régler ce genre de problème? Comment peut-on prévoir des solutions à l'avance? C'est-à-dire, on sait qu'à la fin, la plateforme est surchargée. Comment remédier à ça? Je sais que cette plateforme est gérée au niveau central, mais au niveau local, quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Aussi, si je peux expliquer le processus de digitalisation au niveau de l'université, on peut parler de relations entre différents corps. Nous avons d'abord la relation entre administration et étudiants qui est gérée principalement par la plateforme Progress, ce qui concerne les inscriptions et tout ce qu'on suit. Aussi, il y a une relation entre administration et enseignants qui est gérée par Progress et par les boîtes mail professionnelles. Et il y a une relation qui concerne enseignants et étudiants
qui est beaucoup plus géré par soit Progress concernant les notes ou bien la plateforme e-learning model concernant les cours en ligne. Mais ce qu'on constate à l'administration, c'est qu'en fait, ou les étudiants ou les enseignants ne sont pas tout le temps préparés pour assumer ou bien assurer ces rôles. Je vais vous donner un exemple. En S1, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité dans Progress concernant les réclamations. Donc, l'étudiant avait la possibilité d'introduire des réclamations. Mais les enseignants n'étaient pas préparés. Et même l'administration ne savait pas vraiment la réponse à donner soit aux enseignants, soit aux étudiants. Donc, je pense... je sais bien que c'est au niveau central qu'on introduit toutes ces fonctionnalités, mais je pense qu'il faut le mot d'ordre dans tout ce processus, c'est la formation. C'est-à-dire, on doit trouver un moyen pour former et l'étudiant et l'enseignant, parce que même pour les étudiants, c'est pas toujours facile. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut aller véritablement à un dossier totalement numérique? C'est-à-dire, on n'aura plus besoin de papier. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin de livrer des papiers. Est-ce qu'on peut aller vers ça dans les années à venir? Et merci beaucoup. C'est M. Assir. Je pense pour une partie de vos questions, vous avez répondu déjà. Bon, même, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui de parler de Progress, mais je vais essayer comme de vous répondre par rapport donc, à la surcharge de la plateforme. À ma connaissance, par rapport donc, à la surcharge en fin d'année, par rapport à la génération des PV, la lenteur de l'exécution, ainsi de suite, à ma connaissance, sauf que Mme Marrar ou Aïdet peuvent nous confirmer ça, je pense qu'ils ont réglé le problème par un système de file d'attente, que même si vous exécutez donc votre délibération, même si elle ne se fait pas sur place, mais donc à un moment donné, donc elle sera faite automatiquement parce qu'elle est enregistrée votre requête. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que vous allez avoir la réponse sur place. Bon, si le chemin est libre, donc vous pouvez avoir la réponse sur place, mais sinon, il suffit de faire votre requête, file d'attente, vous allez attendre votre tour pour exécuter votre requête. D'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, maintenant, ce que je vous donne comme conseil, si vous programmez les délibérations la semaine prochaine, il ne faut pas les programmer si vous n'avez pas entre vos mains le PV de délibération. Attendre ce que vous avez le PV et puis donc programmer la délibération, fixer la date. Parce qu'il y a certains chefs de département et ils pensent que le jour même, à l'instant même, il peut avoir la délibération bien son PV. Et c'est faux. Il vaut mieux avoir le PV à l'avance et puis donc aller vers... Mais normalement, c'est ça. Mais là, c'est le fil d'attente qu'ils ont trouvé comme solution. Il y a une forte demande. Vous vous demandez, vous faites votre exécution. Si vous arrivez à avoir la réponse instantanée, tant mieux pour vous, mais il ne faut pas rester le jour de la délibération pour exécuter et avoir votre PV de délibération. Ok, M. Assia? Moi, j'ai proposé ce qu'on appelle des serveurs bien de version établissement pour Progress. Donc, sur notre propre version Progress, on délibère et puis donc on synchronise avec le serveur central. Bon, ils ont refusé, et ils ne veulent pas changer les choses, mais l'idéal pour nous, c'est que chaque établissement aura sa propre version de Progress, on délibère en interne, et puis donc il y aura une synchronisation avec le serveur central. C'est l'idéal, pour éviter cette surcharge et ainsi de suite. On peut délibérer à tout moment. Mais comme ils ne veulent pas, je ne sais pas pour quelle raison, est-ce que c'est le schéma général qu'ils ont mis en place, donc ils ne veulent pas changer, et ils veulent garder toujours central, donc je ne sais pas. Mais ce que j'ai demandé, fait un temps au début, ce que j'ai demandé. Effectivement, moi je dis, à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis, il ne suffit pas de créer des outils, il ne suffit pas de mettre en place des outils, c'est on n'assure pas la formation. D'accord, M. Assia? Donc en principe, à chaque fois qu'il y a un nouveau système, une nouvelle technique mise en place par les services centraux ou bien par la tutelle, il faut qu'il y ait la formation des gens qui sont concernés. Les secteurs,
progresse, je vais transmettre à tous les chefs de département, à tous les doyens. Je vous annonce, nous voulons mettre en place le quitus numérique. D'accord, M. Assia? Eh bien, demain, j'ai une réunion. Je n'ai pas encore envoyé d'email, mais cet après-midi, je vais envoyer un email à tous les chefs de département, à tous les vice-doyens, responsables de bibliothèque, qui d'autres, je ne me rappelle pas. Nous allons faire une réunion demain matin à Tergozemour pour le campus Tergozemour. Le mardi matin, ça va être à Abu Dhabi. D'accord? Ça me donne beaucoup de travail, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de vous. En tant que chef de département, quel est son rôle, le responsable de la bibliothèque, le vice-doyen, donc c'est là un rôle qu'il va faire, le responsable de la bibliothèque centrale, qu'est-ce qu'il va faire dans cette opération de quitus numérique. Allez progressive, M. Assia. Moi, je vais vous demander, par exemple, dans cette opération, de ne pas abandonner la version papier pour ne pas bloquer les étudiants. Nous allons faire la version papier et nous allons faire la version numérique. Si ça marche, on la maîtrise. L'année prochaine, l'étudiant ne va pas faire le travail, la corvée, de passer par tous les services pour avoir la quitus. Mon chef de service des diplômes, il n'a qu'à vérifier si tout le monde a exonéré l'étudiant de tout acquis, et donc il est propre, il est clean. Le chef de service, il vérifie, il est vers chez lui, il va lui donner son diplôme sans aucun problème. D'accord? Donc la formation est la partie la plus importante de tout système de numérisation ou bien de création de nouveaux outils pour une meilleure gestion dans un système quelconque, dans une organisation quelconque. Nous allons assurer cette formation comme je l'ai fait depuis 2018-2019 par rapport à la gestion des délibérations. Nous avons passé dans les départements des problèmes, on a essayé de faire évoluer les choses avec le temps. Passer à 100% numérique, il faut que toute l'Algérie passe en numérique, accepte tout ce qui est numérique. J'ai ma signature numérique. D'accord? Je signe les documents, par exemple, que j'envoie à la tutelle, je fais une signature numérique. Même peut-être pour vous, dans certains cas, quand il y a comme ça des documents, je signe numérique. Mais c'est en interne seulement. Les autres organismes, la CNAS, le service militaire, ils n'accepteront jamais une signature numérique ou bien un papier numérique délivré par l'établissement, par l'université et pour valider une situation quelconque à leur niveau. Ça nous permet de gagner du temps. Par exemple, quand ils sauront que le fichier a été envoyé par le vice-secteur de la pédagogie de l'université de Béjaïa, a été envoyé au service national. D'accord? Il accepte. Donc, il n'y a pas de listing de 5000 étudiants diplômés de l'université qu'on envoie maintenant. C'est une base de données, c'est un code d'accès qu'on a sur une plateforme collaborative au niveau du ministère. On met donc le fichier Excel sous une extension bien définie, on le met dans ce fichier-là, et le service militaire donc, il est tranquille. Donc, on n'en voit plus, je ne vais pas imprimer 5000 noms. Ça me dit. Donc, ça commence à changer, mais c'est une confiance, justement, comme il a donc parlé de la sécurité, M. Okassi, c'est quand on sait la provenance de l'information, quand on dit délimiter, par exemple, délimiter le périmètre de votre processus, c'est de définir les acteurs qui interviennent, qui introduisent pour que cette information soit fiable, viable et vérifiable. C'est important. Donc, ils savent très bien que c'est le vice-recteur, donc elle provient de telle université, elle passe par le ministère, donc il envoie au ministère de la Défense nationale, donc on n'envoie plus de papier. D'accord? Donc, s'ils doutent de quelqu'un, ils nous envoient pour l'authentification. Donc, ça peut se faire, mais c'est un engagement de toutes les administrations algériennes. Ils ont mis, par exemple, l'authentification en ligne. J'ai signé des documents en ligne, je ne sais pas combien. C'est une corvée. Monsieur Assia, c'est une corvée. Tous les documents que vous envoyez pour authentification à la main, je les ai signés en ligne. Mais quand ils sont arrivés, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, ils n'ont pas accepté ça. Donc, il faut peut-être aussi, qu'on appelle, convaincre tous ces organismes en dehors de l'université, ou bien en dehors du ministère de l'Enseignement supérieur, de les convaincre pour qu'ils acceptent tout ce qui a été signé par
les responsables de l'enseignant, les responsables du ministère ou bien des universités. C'est une signature certifiée, d'accord? C'est un organisme qui est bien connu. Nous avons payé de l'argent et tout, mais j'accepte quand vous m'envoyez un courrier signé électroniquement, quand il m'envoie de SG ou bien du ministère un courrier signé de manière digitale, mais en dehors de ça, ça ne peut pas faire. Ça va être difficile parce que quand il s'agit de l'argent, personne ne peut accepter une signature numérique. Quand il s'agit de l'argent, les documents, même les photocopies, ils ne les acceptent pas. Il faut l'original de ce document. Bon, mais au moins, pour gagner du temps, pour faciliter un peu les procédures, je pense que la digitalisation, donc, elle est indispensable. Je veux juste rajouter quelques mots sur, d'abord, sur... Par exemple, l'année passée, donc, on a pu avoir une carte d'étudiant numérique, on a pu avoir un certificat de scolarité numérique. Mais quand il ne peut pas l'utiliser ou l'exploiter dans la CNAS, donc c'est vraiment difficile. Donc il faut que les autres intègrent cette démarche de digitalisation. Sur le problème que vous avez cité, par exemple, les réclamations des étudiants, donc le volet formation et information, effectivement, elle est très important. Parce que si les gens, il y a peut-être des enseignants qui ne savent même pas que ça existe. Hein, donc l'information et la formation. Donc cela aurait pu bien se passer si ça a été bien pris en charge en ce qui concerne donc cette information-là et expliquer aux gens comment ça fonctionne, etc. Et c'est valable pour tout ce qui est additionné au niveau de la plateforme Progress. Est-ce qu'on peut arriver à des dossiers complètement numérisés? Je dirais oui, pourquoi pas, mais cela dépend de la volonté politique, bien sûr, d'abord du ministère de l'Enseignement supérieur. Ensuite, il faut donner les moyens aussi. Par rapport, par exemple, au débit Internet, par rapport aux moyens de stockage, par rapport... Voilà, donc c'est un ensemble, des outils aussi, donc il faut rajouter des outils. Ensuite, là, quand vous parlez de numérisation, vous devrez parler en même temps de digitalisation et de processus, parce que si vous voulez numériser, vous devrez avoir des processus, déposer un document, la réponse, etc. Donc vous devrez aussi réfléchir processus. Voilà. Mais il faut d'abord avoir une volonté politique au niveau du ministère, et ensuite donner les moyens. Ça fait longtemps qu'on a parlé de numérisation, mais malheureusement, on parle de numérisation, mais en même temps, même au niveau des ministères, on vous demande des papiers, on vous demande des documents, etc. Donc là, il faut de la rigueur par rapport aux décisions qu'on prend, soit au niveau du ministère, soit au niveau des responsables, au niveau des établissements, etc. Voilà. Je pense qu'on a franchi une grande étape quand même par rapport à cette histoire de numérisation. On a fait beaucoup de choses quand même, il ne faut pas quand même nier ça. Moi, sincèrement, entre mon arrivée en vice-rectorat en 2018 et maintenant, ce n'est plus donc l'ancien gestion. Mais il reste beaucoup à faire. Ce n'est pas encore terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Changer les mentalités, changer donc faire accepter aux gens le changement. Ce n'est pas une chose facile. C'était un combat au quotidien, M. Assar. Bon, à tout le monde, je ne sais pas à M. Assar que je m'adresse, avec cette histoire de progrès. Et il faut sachez bien il faut que vous sachiez ce que j'ai vécu donc, avec les enseignants au niveau des départements pour faire accepter la chose. Hein. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Mais alhamdoulilah, quand même, quand ils ont découvert que c'est banal, c'est pas quelque chose de difficile, mais c'est cette communication qui nous a permis quand même on va dire, de casser tous les tabous de changement. C'est naturel là. Moi, il n'est pas aimable, il n'est pas conviviable, il n'est pas. Donc, ils ont utilisé tous les mots par rapport à cette histoire de progrès, parce que je faisais des réunions au sein du département avec les enseignants, avec le chef de département. J'ai entendu toutes les histoires, toutes les calamités qui puissent exister dans la langue française. Ils me les ont dit. D'accord, ils me les ont dit plutôt. Donc là, mais quand on communique, quand on parle avec les gens, quand on explique, quand on caloie, c'est ça ce qui est important, quand on caloie quelque chose. Donc on pourra convaincre les gens, parce que moi j'ai cru à ça.
J'ai trouvé des chefs de département qui ont cru à ça. Quand je discute avec eux en aparté, je leur explique l'intérêt et l'avantage. Ils ont cru à ça. Donc, ils ont quand même intégré donc, la démarche que j'ai tracée et le chemin que j'ai tracé. Et alhamdoulilah, maintenant, les gens, ils voient que c'est vraiment banal. Et il y a encore la résistance, mais ça va se dissiper, Inch'Allah. Bon, il n'y a pas de problème comme en 2018-2019. Donc, il n'y a plus ce genre de problème. Les enseignants ne veulent pas, ainsi de suite. Mais parce que je leur ai dit qu'il faut compter sur cette minorité d'enseignants qui ont accepté l'idée de faire le travail sur le Progress. Quand ils ont vu qu'en quoi leurs collègues le font sans aucun problème, c'est pas difficile, finalement, les réfractaires ont quand même rejoint les gens qui ont accepté l'idée de travailler sur le Progress. Et c'est comme ça. Donc, si on ne croit pas un projet, si on n'a pas donc, les moyens de défendre le projet, on ne réussira jamais. Si les administrations refusent cette histoire de numérisation, que par exemple, l'enseignement supérieur donc, a entamé, mais qu'un jour ils vont finir par l'accepter, mais bien sûr, il faut trouver le moyen de communiquer avec eux. Que l'information qu'ils vont recevoir en version numérique par l'étudiant et celle qu'on envoie via un autre canal, donc il faut qu'elle soit concordante, donc il faut pas qu'elle soit différente. Donc cette crainte de falsification, elle revient toujours, mais quand on saura que l'information elle est fiable, elle est viable, elle est vérifiable, donc les gens ils vont quand même accepter l'idée de version numérique, et peut-être, comme il a dit monsieur mon ami Bouzidi, qu'on va arriver à zéro papier un jour. Je vais juste rajouter une anecdote dans ce sens. À un certain moment, je devrais partir à Alger, donc il y avait l'ancien secrétaire général. Il m'a dit, voilà, tiens, j'ai un dossier à transmettre au ministère, tu vas le prendre avec toi. Et bon, comme par hasard, le dossier concerne la numérisation. Donc, le jour J où j'allais partir, j'ai dit à la personne, donc, où est-ce qu'il est le dossier? Elle me dit, ah tiens, j'ai réfléchi, ça parle de numérisation, zéro papier. Ça parle de zéro papier. Il me dit, je pensais envoyer un dossier. Donc là, c'est pas facile de changer de mentalité. Donc voilà. Et ensuite, il m'a dit, je vais pas envoyer finalement le dossier, je vais essayer d'envoyer un dossier numérique. Voilà. Donc, d'où la nécessité donc, de la formation, de préparer les gens, etc. Voilà. C'est bon. Changer ceci, l'aqli, il ne va pas faire du papier. Hein? Ceci, le sous-directeur de personnel, il ne pourra jamais changer. Parce que, je comprends sa situation, parce qu'au niveau de la fonction publique, il lui exige des papiers signés par le recteur, par lui, donc, mais peut-être qu'un jour viendra un jour où toutes ces histoires qu'on appelle de recrutement et tout, donc ça va se faire totalement en ligne. Mais par contre, en interne, je peux ne pas utiliser du papier jusqu'à ce que je vais arriver à la confirmation de l'enseignant, bien de la thèse qu'on a recrutée. Donc, au-delà, c'est une étape que je ne peux pas numériser. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous mettez votre processus, vous le maîtrisez bien, vous allez définir les parties qui sont digitalisables et les parties non digitalisables. Donc là, vous saurez au moins si on va mettre 80%, 90% de processus il est digitalisable, donc le reste, donc c'est pas grave si on va mettre du papier parce que les autres l'exigent. Les autres l'exigent, on n'a pas le choix. En personnel, on peut changer notre mentalité. Par exemple, au lieu de faire 5 copies de PV d'installation, je vais faire une seule que je vais envoyer à la fonction publique. L'autre, je vais scanner et je vais archiver en version numérique. Donc, je peux changer les mentalités dans certains services. 5 copies. Je vais mettre week-end à la fonction publique et le reste, je vais le numériser, je vais garder. Aujourd'hui, par exemple, je suis sur un projet de numériser tous les archives. J'ai un espace pour archiver les dossiers des étudiants. C'est un seul problème pour moi. Les étudiants, l'espace c'est le même, le rayonnage est rose, donc je commence à avoir des problèmes d'archivage. Il se peut que tous les dossiers qui n'ont pas de bac original de bac, je vais numériser, je vais détruire. Avec un PV, je vais détruire tout et je vais créer de l'espace. C'est une application
qu'on a essayé de mettre en place. Ça n'a pas marché, donc quelques petits problèmes. Si je règle le problème de la plateforme, je vais brûler tout. Je vais numériser tout et je vais brûler tout. Et je vais garder uniquement les dossiers qui ont un bac original. Adi Assouassi va demander son diplôme définitif, je lui remets son dossier original, son bac original, je vais détruire le dossier. C'est un problème. Nous avons les dossiers depuis 1987, les premiers diplômés d'ingénieur. C'est ça, en principe, les premiers diplômés, c'est dès 1987. Donc, c'est pas évident. Donc, il vaut mieux peut-être. Nous avons comme ça des projets, mais les réaliser, ce n'est pas une chose facile. Mais quand même, je sais ce que je veux. Mon point A, mon point B, je le connais. En toute sincérité, moi, après cette formation, après la visite à Lyon et à Liège, en fait, ma mentalité de voir les choses a complètement changé. J'espère que vous, d'ici la fin de la formation, même vous, la manière avec laquelle vous allez réfléchir, ça va changer, Inch'Allah. Et merci. Juste pour ajouter une chose, il ne suffit pas de donner un ordre et de dire numériser pour que tout soit numérisé. L'aspect réglementaire et juridique doit suivre. Des fois, les gens, ils ont raison. Ils te disent, tiens, moi, j'ai une procédure, j'ai un ensemble de papiers donc, dans la réglementation, donc il va les exiger, il sera obligé de les exiger. Donc, si on demande de numériser, le cadre juridique et réglementaire doit suivre, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et je pense que souvent, c'est ce qui manque quand on parle, on parle par exemple de paiement numérique, etc. Jusqu'à présent, on a des problèmes en Algérie, ça n'a pas encore marché, pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a des problèmes. Le cadre juridique doit toujours y être, sinon ça pose problème. Si on va vous libérer, et on vous donne le rendez-vous le mercredi matin à 9h avec d'autres conférences. Comme ça. Alors, juste pour dire que le mercredi matin, donc on va parler généralement d'abord sur l'assurance qualité. Donc, pourquoi l'assurance qualité? Donc, quelle est la différence? Assurance qualité, assurance qualité, management de la qualité, management par la qualité. Ensuite, on va voir les processus. La nécessité d'un processus, pourquoi processus, etc. Comment il est fait le processus et le management des processus. On va parler aussi des indicateurs et des tableaux de bord, sans oublier aussi le référentiel national assurance qualité. Merci à tous. مطيع صافا شويه انا خلصت 3 سنه ولاش